Alors les idées de Randolph dans la fraternité d'Ulysse furent reprises par un industriel allemand, Karl Kellner, qui fonda en 1902 l'Ordo Templi Orientis, comprenant une initiation à la magie sexuelle. En effet, ce sont ce que René Guénon appelait des organisations initiatiques, qui faisaient la distinction avec les sectes qui sont des groupuscules hérétiques. Ce sont les organisations initiatiques qui se sont préoccupées d'enseigner la magie sexuelle. Kellner est mort avant de pouvoir mettre au point son organisation, mais il a eu pour successeur Theodor Reuss, qui était un homme très très curieux, agent secret de la Prusse, journaliste, personnalité très complexe, et qui a fait de l'Ordo Templi Orientis une véritable école où on enseignait cette discipline. Dworkin l'a revu l'Oriflamme, où il annonça en 1912 « Notre ordre possède la clé qui ouvre toutes les mystiques maçonniques et hermétiques, à savoir l'enseignement de la magie sexuelle. » Or, l'OTO, puisque c'est comme ça qu'on a appelé l'Ordo Templi Orientis, l'OTO comprenait 9 grades d'initiation, et c'est seulement à partir du 8e grade, donc il fallait avoir des connaissances préliminaires, qu'on abordait le problème, et on commençait, le 8e grade était consacré à la masturbation initiatique, c'est-à-dire que les initiés ne pouvaient se masturber qu'en pensant à des dieux ou à des déesses, pas à des êtres humains, les fantasmes devaient être des fantasmes divins. Vous voyez donc encore une fois l'élimination de tout l'élément démoniaque. Et le 8e degré était la magie sexuelle proprement dite, c'est-à-dire comment accomplir justement l'acte sexuel de manière à obtenir des pouvoirs surnaturels, peut-être pas surnaturels, mais des pouvoirs qui les rendaient supérieurs aux autres humains. Voilà. Et alors, Theodor Reuss écrivit un livre, Lingam Yoni, pour rattacher son école au yoga tantrique. Mais ce n'était pas un bon écrivain, mais il eut l'intuition qu'il fallait se mettre en rapport avec l'homme le plus extraordinaire de cette époque, qui était Aleister Crowley. Alors Aleister Crowley, je lui ai consacré plusieurs articles, parce que c'est effectivement l'homme gnostique moderne le plus inouï qui ait jamais existé. C'est un homme, il est né à Londres, c'est un contemporain d'Oscar Wilde, mais Oscar Wilde paraît un enfant de cœur à côté de lui, tellement dans sa vie une perversité complexe et qui est tournée uniquement vers la métaphysique du sexe, n'est-ce pas? Alors j'ai raconté, je l'appelais un Don Juan métaphysique parce que Aleister Crowley, qui a fait partie d'une organisation londonienne, l'Hermetic Order of the Golden Dawn, c'est-à-dire l'hermétique de l'aube dorée, où était Yeats, le poète Yeats, où était le Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Enfin, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. L'hermétique de l'aube dorée, c'était des intellectuels qui se préoccupaient de magie noire, mais il est dominé par la magie blanche et l'alchimie. C'est quelqu'un qui a voulu créer une alchimie de la sexualité. Le corps devient une alchimie de l'homme et de la femme qui permet de transmuter, comme dans l'alchimie le plomb en or, qui permet de transmuter tout ce qui est vulgaire en sublime, n'est-ce pas? Et il a créé, Aleister Crowley, qui était d'une famille de fanatiques religieux, part de l'Apocalypse de Jean de Patmos, comme on y trouve un dragon, l'homme qui a le nombre 666, chevauché par une prostituée en rouge nommée Babylone. C'était un symbole de l'époque, naturellement, la prostituée Babylone. Mais lui, il en donne une interprétation différente. Le dragon 666, c'est lui, il est la grande bête 666, et la prostituée en rouge, c'est Babylone, c'est pas Babylone, c'est le grand principe féminin de l'univers, et donc il va adorer Babylone, et la prostituée rouge, c'est la femme écarlate, Scarlet Woman, qui va rechercher tout le temps, dans toute sa vie, et qui va pour qu'elle lui serve de comparse pour explorer justement le monde invisible. Il a eu 8 femmes écarlates, dont la première était Rose Kelly, qu'il a épousée, et
il les mettait en transe. Il les mettait en transe parce qu'il avait des pouvoirs de magnétiseur extraordinaires et il leur faisait converser avec le monde invisible. C'est une technique d'ailleurs qui remonte à John Dee, l'astrologue de la reine Élisabeth Ier. Il les faisait dialoguer avec des entités invisibles. C'est ainsi que Rose Kelly, lors d'un voyage en Égypte, en 3 jours, eut l'impression d'être possédé par un esprit, par un ange gardien, Ewas, qui était l'ange gardien de Crowley, et lui dicta en 3 jours le livre de la loi, le Book of the Law, qui sera le livre fondamental, le livre de base de la religion gnostique de Crowley, qui fonda d'ailleurs, à qui il donna un nom, ça c'était l'Astrum Argentinum, c'était sa religion, qui avait pour principe chaque homme et chaque femme est une étoile. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la magie sexuelle de Crowley devient opératoire. Il tient un journal de ses opus, de ce qu'il appelle ses opus, un journal qui s'appelle Rex de Arte Regia, parce que ce genre de sexualité, c'est l'art royal des adeptes, c'est l'art royal des disciples. Le journal que j'ai lu, qui a été publié, en anglais, qui est absolument extraordinaire, hallucinant, par le rituel qu'il fait, chaque rituel qui se passe l'après-midi ou le soir, et qui se fait soit avec une prostituée, soit avec une femme du monde qui se prête à ça, soit avec une artiste qui l'a séduite, etc. Chaque opus se fait avec une intention, comme Charles de Randolph, en formant un vœu. Beaucoup de ces vœux, comme il a pas d'argent, c'est de monnaie, donc c'est obtenir de l'argent. Mais il dit, il ne faut pas se dépiter si on ne reçoit pas un chèque le lendemain. Ça peut venir plus tard, ou bien ça peut être, il faut répéter l'action, il répète plusieurs fois monnaie, les choses avec monnaie, et il aura fini par recevoir de l'argent, naturellement.